Voilà, bon. Comme je ne suis pas un communicateur professionnel, j'ai besoin de mes notes, sinon je ne sais plus quoi dire. Donc en fait, je ne sais pas trop pourquoi je suis ici. Ça va vous paraître bizarre puisque normalement c'était un collègue qui était manifestement en contact avec vous et puis pour des raisons qui m'échappent, il n'a pas pu venir. Et comme toujours, la solidarité faisant, on m'a demandé de le remplacer. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de la vision actuelle qui est la nôtre au niveau médical. Alors quand je dis la nôtre, c'est déjà très important de vous rappeler que c'est pas ma vision, c'est pas la vision de Jean-Luc Galland. Moi, je représente effectivement une branche médicale dans laquelle je travaille depuis des années. Je suis un médecin de terrain, j'ai fait énormément d'opérations en Afrique, j'ai travaillé pour l'armée belge, je suis un médecin militaire pensionné. Et je travaille effectivement beaucoup avec des médecins généralistes, avec des médecins intensivistes, avec des urgentistes, et je travaille aussi beaucoup avec des collègues du nord du pays. Donc on oppose toujours le nord et le sud, on dit toujours la Flandre versus la Wallonie, on parle du Bruxelles bashing, il existe. Croyez-moi, il existe. C'est vrai qu'il existe. Mais il y a aussi des collègues médicaux au nord du pays, des psychologues, des économistes, qui pensent également exactement comme dans la même ligne de ce que je vais vous parler ici. Alors, de quoi je vous parle? C'est d'une non-gestion de crise. Nous sommes dans une crise Covid qui n'est absolument pas gérée. Il est extraordinaire, si je vous pose la question à vous, là maintenant, qui est le gestionnaire de cette crise à l'heure actuelle en Belgique? Est-ce que vous avez un nom à me proposer? Qui? Absolument pas. Je vous parle d'une gestion individuelle. Vous savez qu'un pays, quand il est en crise, doit avoir un gestionnaire de crise. C'est un principe tellement élémentaire que ça me paraît incroyable de devoir vous le rappeler. Quand on est dans une crise, je suis un médecin militaire, quand on est à la guerre, on suit son général en chef. Et le général en chef délègue ses responsabilités à une série de personnes, et ainsi de suite. Ici, qui est notre général en chef? Vous pensez que c'est le Premier ministre? Non. Vous pensez que c'est le ministre de la Santé? Non plus. Vous pensez alors peut-être que c'est le commissaire qu'on a... Personne ne le connaît d'ailleurs, c'est un cabinetard qui a travaillé pour Maggie de Bloch, qui n'est pas médecin, je pense qu'il n'a jamais mis les pieds en Afrique, je crois qu'il n'a jamais vu un malade de sa vie, je crois qu'il n'a jamais vu un malade mourir, il n'a jamais pris un malade dans ses bras pour ses derniers moments, il n'a jamais dû consoler une famille qui perdait un enfant, qui perdait un être cher. C'est un jeune gars, un cabinetard. J'ai le plus profond respect pour le cabinetard parce qu'il a certainement des compétences intellectuelles que je n'ai pas. Donc le plus profond respect pour lui, mais je suis désolé, une crise sanitaire de cette dimension, ce n'est pas la bonne personne. Donc qui est le gestionnaire de crise? Vous avez une alternative? Moi je n'en ai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. C'est extraordinaire quand même. On vit une crise fantastique de santé publique, il n'y a pas de gestionnaire de crise. Vous prenez la Suède, qu'on cite souvent en exemple. La Suède n'a pas tout réussi, mais elle a réussi un certain nombre de choses que nous n'avons pas réussi. La Suède se débrouille plutôt pas mal pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas tout de ce virus, et il est bien possible que dans les mois qui viennent, ils auront encore des coups de chaud, comme on dit. Personne ne sait exactement quelle est la meilleure stratégie par rapport à ce virus. Pas plus moi que les autres. Ne me comprenez pas mal, je n'ai pas une solution optimale. Mais on voit quand même que certains pays font mieux que nous. La Suède fait mieux que nous pour l'instant. Là, si vous me demandez qui est le gestionnaire de crise, je peux vous citer deux noms. Je ne le ferai pas parce que ça ne vous dira rien du tout et que ça n'apportera rien au débat. Mais ils ont deux gestionnaires de crise professionnels. Vous voulez un autre exemple plus près de nous? L'Italie. Vous vous souvenez de la Lombardie et du Piémont?
Vous vous souvenez des camions militaires qui transportaient les corps? Ça m'a d'ailleurs profondément choqué. RTBF, un journal du soir, pendant 3 minutes, alors que nous, quand on nous demande une explication, on nous demande de la donner en 30 secondes, 3 minutes d'émission sur les camions militaires qui, le soir, allaient incinérer les corps. Ça, c'est l'Italie, mars-avril. On a donné les clés de la gestion de crise à des professionnels. Ça s'appelle la protection civile. On a aussi des professionnels de la protection civile en Belgique. Croyez-vous qu'on a demandé à la Belgique, à la protection civile belge, de gérer la crise? Pas du tout. Alors certains d'entre vous, à juste titre, me diront « Oui, mais la protection civile, docteur, c'est pas la médecine. » Oui, mais les professionnels de la gestion de crise, quand ils ne savent pas, en tout cas, ils savent gérer une crise, et quand c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, ils s'adressent à d'autres professionnels qui connaissent. Et donc, la protection civile italienne a travaillé main dans la main avec les autorités médicales. Est-ce que vous entendez encore parler d'un problème en Italie pour l'instant? Non. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi on n'en parle plus? Parce qu'ils n'ont plus de problème pour l'instant. Comment ont-ils fait? Comment se fait-il qu'un pays qu'on a cité en exemple d'un drame réel, social, économique, psychologique, qui est passé par... Je vous rappelle que l'Italie a été rouge, sans faire référence du tout à la couleur d'un parti politique, a été rouge profond sur tout le territoire pendant des semaines. Maintenant, c'est un des pays les plus sûrs au monde. Ils ont bien géré. Alors nous n'avons pas de gestionnaire de crise. Nous n'avons pas de gestionnaire de crise, par contre, nous avons un ministre de la Santé qui est un champion du monde dans la créativité. Quand même, brûler 6 millions de francs belges dans un feu à bois, il faut quand même être extrêmement créatif. Et puis maintenant, imaginez une bulle de 3 alors qu'on a passé des semaines à dire qu'une bulle de 5 ne servait à rien. Moi, je trouve qu'on n'est pas champion du monde en football, mais en créativité politique, là, on est imbattable. Ça, je peux vous dire qu'au niveau belge, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est vraiment champion du monde. Chapeau au ministre de la Santé. Néanmoins, on en rigolerait si les conséquences sociales, si les conséquences économiques, si les conséquences psychologiques n'étaient pas désastreuses. On est en train de créer un bain de sang social. J'ai rencontré plusieurs personnes de l'ORECA hier. Les patrons pleuraient littéralement. Je pleurais avec eux. Les gens se suicident maintenant. Les médecins généralistes me rapportent les suicides. Les médecins généralistes me disent qu'ils n'ont jamais prescrit autant d'antidépresseurs, autant de somnifères. Les psychologues, les psychiatres me disent qu'ils n'ont jamais vu autant d'affections psychologiques. Les gens se sentent mal, les gens sont anxieux et les gens n'ont surtout plus de perspective. Est-ce que ce gouvernement qui a pris des mesures dures hier vous a donné une perspective? Est-ce qu'il vous a donné un espoir? Est-ce qu'il vous a dit « Les gars, on se serre les coudes pendant 15 jours, mais après, on vous assure que ça ira mieux ». Non, parce qu'ils n'en ont pas. Revenons à cette crise actuelle. On vous parle deuxième vague, première vague, troisième vague, cinquième vague, 15e vague. Laissons tomber les vagues. On en est toujours à la première vague, croyez-moi. Et pourquoi on en est toujours à la première vague? Parce qu'en mars-avril, vous avez eu une épidémie extrêmement importante. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et on l'a bien fait. On a fait ce qu'on appelle le lockdown. On a tous été enfermés. Enfermés les écoles, on a fermé les écoles, on a fermé les universités. Et puis ça a été l'été. Et l'été a été extrêmement chaud. On appelle la canicule. Eh bien, tous ces facteurs-là font que les risques sont plus élevés. Et donc, ce qui était la première vague, c'est estompé. C'est comme si vous faisiez chauffer de l'eau. Je regarde toutes les ménagères, parce que les hommes ne cuisinent pas ça, vous savez déjà, donc on ne va pas me prétendre. Je regarde toutes les ménagères et la majorité des femmes ici, vous faites chauffer de l'eau.
vous ne mettez pas de couvercle. Vous allez avoir de la buée à un moment donné sur votre fenêtre. Vous mettez votre eau dans une casserole à pression et vous commencez à fermer le couvercle. La buée va disparaître, immanquablement. Et puis à un moment donné, vous vous dites, fourre le couvercle, je retire le couvercle. Qu'est-ce que vous allez voir? La buée va disparaître. Le coronavirus, c'est la même chose. On l'a vu apparaître en mars avril, on a pris des mesures, c'est la casserole à pression, on a fermé le pays, on a bien fait, je répète, on a bien fait. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Le lockdown a été très très rapidement levé, les écoles ont repris, les enfants sont retournés à l'école, les étudiants sont retournés à l'université, les travailleurs qui n'avaient pas la chance de faire du télétravail, il faut quand même bien rappeler que tout le monde n'a pas la possibilité de faire du télétravail. C'est quand même réservé à une certaine élite, le télétravail. Rappelons-le. Donc ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire le télétravail ont repris leur travail. Et donc tous les gens qui avaient 40, 50, 60 ans et qui avaient du boulot ont repris leur boulot. Ça veut dire quoi? Le virus a recirculé. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, évidemment, le virus circule énormément. Le virus circule énormément et nos hôpitaux sont sous grande pression. Pourquoi nos hôpitaux sont sous grande pression? Uniquement à cause du Covid? Non. Bien sûr que ça contribue, mais ça contribue dans certaines grandes villes, pas partout. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas de Covid, il y a des régions où il n'y a pas de Covid, il y a des soins intensifs où il n'y a pas de patients Covid. Mais à Bruxelles, on en a trop. Oui, ça c'est vrai. On en a beaucoup trop. Et pourquoi nos hôpitaux sont sous pression? Trois raisons. Trois raisons majeures pour lesquelles ils sont sous pression. La première, c'est que en mars-avril, ils ne s'occupaient que du Covid. Depuis lors, on leur a demandé, très logiquement d'ailleurs, de s'occuper des autres citoyens qui n'étaient pas des citoyens Covid, qui avaient des cancers, qui avaient des maladies, qui devaient être opérés, qui avaient des problèmes cardiaques, qui avaient des problèmes neurologiques, et je pourrais allonger la liste des maladies. Donc ces personnes-là, les médecins que nous sommes devront nous en occuper aussi, Covid ou pas Covid. Oui, mais si vous rajoutez le Covid à tout ceci, dans un système de santé, rappelons-le, et nos politiciens oublient de nous le rappeler, a été sous-financé depuis ces 20 dernières années. Et on s'étonne que le système sanitaire ne tienne pas le coup. Est-ce que vous voudriez être infirmière, travailler de nuit, travailler le jour, être méprisé, pas valorisé, être méprisé parfois par vos propres chefs de service, médecins? Pierre dans mon jardin. Les hôpitaux sont sous pression et on a trop peu de personnel à l'heure actuelle. Il y a trop peu d'infirmières et ça c'est un fait. Bon, écoutez... Madame, s'il vous plaît. Vous poserez vos questions après si vous voulez bien. Si vous étiez dans un auditoire avec mes étudiants, je vous mettrais dehors. Eh bien, alors c'est moi qui m'en vais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Voilà l'exemple de ce que propose une crise. Les gens perdent leur nerf, les gens perdent leurs valeurs démocratiques, ils perdent leur calme et surtout, ils perdent le respect des autres. C'est ça qu'il faut éviter. Moi, j'essaye de vous expliquer un problème là où il est. On peut ne pas être d'accord avec moi, on peut, absolument. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui le font savoir dans les médias. Néanmoins, nos systèmes bruxellois hospitaliers sont sous pression, on ne peut pas le nier. D'autres hôpitaux n'ont pas ce problème. La première ligne médicale, les médecins sont en train d'exploser. Il n'y a pas assez de médecins. Ils font du boulot administratif. C'est extrêmement compliqué pour eux de gérer la crise à l'heure actuelle. Au début, on leur a même demandé, est-ce que vous pouvez vous imaginer de soigner les gens par téléphone? Est-ce que vous pouvez vous imaginer soigner quelqu'un par téléphone?
C'est impossible. Et donc, où est le problème? Sous-financement des hôpitaux, sous-financement du système médical. Rappelez-vous le numerus clausus. Pourquoi a-t-on mis un numerus clausus alors que nous avons besoin de médecins? Et on voit maintenant qu'on a besoin de médecins. Pourquoi a-t-on dévalorisé tellement le statut des infirmières qui ont un boulot, je le répète, mal payé, mal considéré, terriblement difficile, terriblement fatigant et absolument pas considéré même par les médecins? Pierre dans mon jardin. Vous voudriez être infirmier et infirmière? À l'heure actuelle, je vous le déconseille. Et pourtant, nous en avons besoin. Que faut-il faire? Je vous rappelle mon passé de médecin militaire. Il y aurait moyen de régler la situation. On transfère les patients équitablement vers des zones surchargées, vers des zones moins chargées. 1. On supprime ce numerus clausus. Oui, mais de toute façon, ça n'aura pas un effet immédiat. On revalorise le statut des infirmières immédiatement. Vous doublez leur salaire. Vous savez, c'est comme quand on a une équipe de foot qui marque un but alors qu'elle croyait avoir perdu. Vous redonnez du tonus à des gens qui en ont besoin. Vous revalorisez leurs fonctions tout de suite, pas dans 6 mois. Et donc voilà le genre de mesures simples qu'on peut prendre. Ensuite, les mesures de protection, et je termine par là, nous les avons. Il n'y a pas besoin d'imaginer de nouvelles mesures. Le port du masque. Combien de vous portent le masque ici? Personne. Distance sociale, d'accord, mais les aérosols vont très loin, madame. Donc, qui porte, dans ceux qui portaient un masque, un bon masque? Montrez-moi le masque que vous avez, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est très très bien. Je vois beaucoup de masques en tissu et je vois quelques masques en papier. Vous pouvez jeter votre masque, il ne sert à rien contre le coronavirus. Il vous coûte 0,5 € par masque et vous allez devoir le changer tous les 3 heures. Vous croyez que tout le monde à Bruxelles a le niveau de salaire qui lui permet d'acheter un masque en papier, de le renouveler toutes les 2 ou 3 heures pour se protéger contre le coronavirus? Je ne le crois pas. Par contre, le masque en tissu, fait par votre voisine, fait par des dames qui ont 70 ans, 80 ans, qui en ont fait 3, qui en ont fait 4, qui en ont fait 10, qui les ont distribués avec leur petite pension, leur petit salaire. Ça, ce sont les héros. Et ces masques-là sont efficaces. Et ça, on le dit depuis le début. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement dire ça? Le tracking and tracing, on nous a pompé l'air avec la protection des données privées, qui se trouve d'ailleurs sur Google, mais ça, tout le monde s'en fout, mais tout le monde donne ses données à tout le monde et vous trouvez, je peux vous donner des exemples où vous retrouverez votre identité et qui vous êtes en quelques minutes en googlant. Mais la protection de la vie privée. Or, on a besoin de savoir où sont les clusters. Vous croyez qu'on le sait à l'heure actuelle? Absolument pas. Les tests. On en fait tant et plus. On les fait sur qui? Des gens qui sont asymptomatiques, qui reviennent de zones rouges, qui reviennent de zones vertes, de zones mauves, de zones violettes. Ça n'a aucun sens. Faisons des tests chez des gens qui ont des symptômes. On n'a pas assez de tests. Donc voilà, on a toutes des armes en main et on les utilise très mal. Mais on va fermer les bars et l'oreca. Là, on va être extrêmement efficace. Excusez-moi, on n'y croit pas du tout.